Bonjour Denis. Bonjour Ça y est, Eric. nous y voilà. Alors, où sommes-nous? Eh bien, on est au sud de Lyon. On est plus précisément au bord du périphérique lyonnais, au niveau de la ville de Vénissieux. Alors, le gros intérêt d'un périphérique, c'est que nécessairement, des ouvrages ont été aménagés afin de permettre aux véhicules de pouvoir rentrer et de sortir de ce périphérique. Et nécessairement, on y retrouve des ponts, et en particulier des ponts comme celui-ci. Eh oui, et c'est un pont dont les poutres principales sont des poutres Warren, du nom de l'ingénieur britannique au XIXe siècle qui a déposé un brevet sur ce type d'ouvrage. Et on les reconnaît facilement, ces ponts, ces poutres Warren, qui font partie de la famille des poutres treillis, parce que c'est un assemblage de triangles équilatéraux. Et sais-tu que des avions, des biplans au début du XXe siècle utilisaient ce principe pour raidir leurs ailes. C'était notamment les Handley Page qui avaient ce type de structure et qui faisaient une vingtaine de mètres d'envergure. Très bien, eh ben non, tu vois, je ne savais pas. Merci pour cette ouverture historique sur les treillis, Denis. Alors justement, si on considère les dimensions de notre pont à nous, eh bien, on peut constater qu'il y a 7 triangles, hein, si je regarde les bases inférieures des triangles. Et si on veut estimer la longueur de ce pont, on peut se fier à la longueur d'un véhicule qui passe sur ce pont, sachant qu'un véhicule standard, eh bien, est de l'ordre de 4 mètres. Et quand un véhicule passe, on se rend compte que globalement, ah, malheureusement, il n'y en a plus en ce moment, globalement, la longueur d'un véhicule est égale à peu près à la longueur de cette base. Voilà, il y en a un qui passe. Voilà, on se rend compte de cette égalité. Vu qu'un véhicule, c'est à peu près un peu plus de 4 mètres de long, en moyenne, eh bien, on peut donc estimer la longueur de notre pont à de quelque chose de l'ordre de 28 à 30 mètres environ. Et en ce qui concerne la hauteur de notre pont, on voit que la hauteur est un tout petit peu, la hauteur d'un triangle est un tout petit peu plus grande que sa base. Si la base fait de l'ordre de 4 mètres à peu près, eh bien, ça veut dire que probablement la hauteur de mon pont est de l'ordre de 5 mètres. Oui, et c'est cette hauteur qui va lui conférer à ce pont sa grande rigidité. On voit que c'est aussi très transparent, hein, c'est quasi constitué de vide, cette structure. La petite poutre qui Oui, se trouve au-dessus et qui est horizontale, on va l'appeler la membrure supérieure. Voilà. Merci Nico pour le zoom. Et elle a une petite sœur en bas qui est la membrure inférieure. Ce seront les semelles de notre poutre. Et ensuite, ces deux semelles sont reliées par des diagonales, par ces éléments qui forment ces triangles. Euh, voilà. oui, tout à fait. Alors, effectivement, tu notais la légèreté apparente de cette poutre, qui n'en demeure pas moins que quand les véhicules passent sur cette poutre, eh bien, on ne constate aucune déformation du pont, en définitive. Et pourtant, comme tu le dis, il semble transparent, hein, on voit à travers, et il semble extrêmement léger et donc souple. Mais ce n'est qu'une apparence. D'ailleurs, un véhicule va passer dessus et on voit bien qu'il n'y a pas de déformation de ce pont, du moins de façon apparente, notable. Oui, on a affaire, si on continue la comparaison avec la poutre, à une espèce de très grande poutre avec, dont les diagonales dont on parlait tout à l'heure constituent l'âme de la poutre. Et donc c'est elle qui va reprendre l'effort tranchant. Et cet effort tranchant, il est maximum au niveau des appuis. Il est nul au milieu. Et on voit justement qu'au niveau des appuis, les diagonales ont été renforcées. Elles sont plus grosses qu'ailleurs parce qu'il faut reprendre un effort tangent plus grand et donc on a mis plus de matière. Exactement. Et si je continue sur l'analogie avec une poutre, mettons une poutre métallique en I, hein, tu parlais de membrure supérieure, de membrure inférieure, eh bien effectivement, ce sont ces membrures supérieures et inférieures qui vont reprendre le moment fléchissant que l'on va avoir dans notre poutre. De la même façon, si on va un tout petit peu plus loin dans la comparaison, enfin avec une poutre, le transfert de charge va se faire du tablier vers les poutres triées, la poutre treillie au niveau
de la partie inférieure, au niveau de la membrure inférieure, mais plus précisément au niveau des sommets du triangle que l'on va appeler les nœuds du triangle. Oui, ce que tu soulignes là est important parce que pour la modélisation et pour pouvoir aller plus loin après dans le calcul ou dans la compréhension, cet élément est un élément important. Mais est-ce qu'il y a d'autres structures autour de toi? Tu m'avais dit qu'il y avait peut-être des grues Des grues, aujourd'hui. Ouais. effectivement, on a la chance d'avoir à côté de nous ici des grues qui sont des éléments que l'on retrouve sur tous les chantiers de construction et qui sont, comme on peut le voir ici, extrêmement élancés, extrêmement fines et pourtant qui sont capables de porter, supporter, transporter des charges extrêmement lourdes. Eh bien, typiquement, ces grues sont constituées également de poutres treillis. Oui, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a beaucoup de transparence dans ces structures-là, et donc ces structures arrivent à optimiser la matière pour en utiliser le moins possible, mais être le plus rigide, le plus résistant possible. Maintenant, la question, c'est de savoir comment ça fonctionne, notamment avec notre poutre Warren ici. Quelle est la logique? Pourquoi c'est comme ça et comment ça tient? Tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais pour ce faire, il faut aller donc maintenant un tout petit peu plus loin dans la compréhension du fonctionnement de chacun de nos éléments de notre treillis, et en particulier de chacune des barres, les barres étant les côtés de notre triangle. Donc il faudrait voir comment fonctionnent ces barres, mais pour ce faire, il serait intéressant d'étudier non pas la poutre dans sa totalité, ça peut être un petit peu compliqué dans un premier temps, mais la même poutre réduite à sa plus simple expression, qui pourrait être évidemment celle où on aurait deux triangles uniquement reliés par la membrure supérieure. Et donc, il serait intéressant finalement d'étudier ce fonctionnement à partir d'une maquette de cette poutre réduite. Et au fait, Denis, n'aurais-tu pas une maquette à nous proposer de ce type de poutre? Mais si, Eric, j'ai préparé une maquette. Et cette maquette, Merci. je l'ai réalisée avec des barres comme celle-ci. Alors, elles sont un peu particulières, ces barres. Elles peuvent s'allonger grâce à un élastique intérieur et elles peuvent aussi se comprimer. Voilà. Et donc, quand la barre s'allongera dans ma structure, je saurai qu'on a affaire à de l'attraction. Et quand elle se raccourcira, je saurai qu'on a affaire à de la compression. Donc, c'est avec cette barre que j'ai fait la maquette que l'on va voir tout de suite. La maquette de notre treillis Warren. Vous voyez que j'ai représenté chaque barre de l'élément simplifié. Chaque nœud sera un nœud rotulé entre chaque barre. On a un appui ici qui est fixé en X et en Y, mais qui peut tourner, donc un appui rotulé. Et on a un appui ici, à rouleau, qui peut rouler sur la tranche du livre. Alors, je vais représenter les efforts au nœud en passant par cet élastique. Donc, je vais représenter les efforts au nœud en tirant sur cet élastique. Et on voit qu'en tirant dessus, toutes ces barres-là se tendent, alors que les trois autres se compriment. Je recommence. Voilà. Donc la membrure inférieure est tendue, la membrure supérieure est comprimée. Les deux diagonales dans ce sens-là sont comprimées et ces deux diagonales sont tendues. Donc, ce qu'on a vu sur la maquette, Eric, c'est que la membrure supérieure de notre pont est comprimée et que la membrure inférieure, elle est tendue. Et ça, sous une charge verticale du type gravitaire, hein, du haut vers le bas, qui va faire fléchir le pont de manière générale. Et on a vu aussi que les diagonales étaient tantôt comprimées et tantôt tendues. Ça dépend de leur position, mais tout ça de manière symétrique par rapport à l'axe du pont. Oui, oui, tout à fait. Et en fait, maintenant, si on doit finalement dimensionner nos différentes barres, c'est-à-dire trouver les sections de nos barres, eh bien, il va falloir être en mesure de calculer ces efforts de compression et ces efforts de traction. Par exemple, si on revient à ce que tu avais souligné tout à l'heure, on peut voir ici que les diagonales d'extrémité qui reprennent l'effort tranchant qui est maximal, eh bien, ces diagonales ont une dimension
plus importante que les autres diagonales. Ceci a été fait tout simplement parce que le calculateur, le modélisateur, a pu évaluer les efforts de compression et de traction dans toutes les barres. Oui, et il existe donc des méthodes pour calculer les efforts dans les barres, Eric. Oui, tout à fait. Il existe des méthodes et c'est ce que nous verrons dans une prochaine vidéo. Nous verrons dans cette prochaine vidéo comment calculer les efforts dans les barres à l'aide de la méthode des nœuds. Ah ben super, génial. Je trouvais que c'était très clair. Je serais très heureux de refaire la prochaine vidéo avec toi, Eric, quand tu es prêt, quand tu veux. À bientôt. Eh bien, avec plaisir. Au revoir, Denis. À bientôt. Au revoir, Eric. Et merci, Nicolas.